On se retrouve sur CNews avec notre invité Christophe Castaner. Bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du gouvernement. La tâche n'est pas facile pour vous en ce jour où Sylvie Goulard a annoncé son départ du gouvernement. Elle ne souhaite pas être renommée ministre. Elle l'a demandé à Emmanuel Macron. Avec le départ de Richard Ferrand, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la première crise politique du gouvernement ? Non, le départ de Richard Ferrand, c'est un choix politique de mettre celui qui est le plus légitime pour être le président du groupe, avec toute cette difficulté d'un groupe important, avec des femmes, des hommes qui n'ont pas forcément l'expérience de vieux routards des vieux partis politiques. Et donc, du coup, nous avons eu le sentiment qu'il était le plus expérimenté et le plus reconnu de tous. Et puis, c'est la thèse officielle. Non, pour Sylvie Goulard. C'est aussi la réalité. Et d'ailleurs, il avait évoqué dès le début sa volonté de rejoindre ensuite l'Assemblée nationale. Il est vraiment il aime beaucoup être ministre de la cohésion des territoires. On ne peut pas dire que ce ne soit pas une mission qui ne lui plaisait pas. Oui, mais ce groupe va être extrêmement difficile à structurer, à accompagner, parce qu'il n'est pas habituel, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui viennent de la droite, des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, et il y a peu de gens qui incarnent la République en marche comme Emmanuel Macron. Sur le cas de Sylvie Goulard. Comme Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi comme Richard Ferrand. C'était pas un lapsus révélateur. Et du coup, non, parce que les deux hommes sont tellement liés dans l'histoire, dans la construction du mouvement en marche. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a enjambé le Premier ministre, Emmanuel Macron, qu'il a reçu Richard Ferrand directement. Non, alors c'est pas le cas. D'abord parce que le Premier ministre Édouard Philippe avait échangé à plusieurs reprises avec Richard Ferrand sur cette question-là. Et ensuite, il y a une dimension personnelle dans la relation qui fait que le président de la République a souhaité échanger avec Richard Ferrand. Non, et donc sur Sylvie Goulard, sur le cas de Sylvie je Goulard, peux répondre à votre question. Vous ne voulez pas admettre que c'est une crise politique. Néanmoins, on parle aussi de Marielle de Sarnez qui s'interroge. Ça fait beaucoup, 3 ministres en 3 jours. Mais je vais répondre à votre question sur Sylvie Goulard. Elle est mise en cause dans un débat judiciaire. Elle n'est pas mise en cause personnellement. Et elle a un rapport avec sa fonction, une éthique de sa fonction. Elle est ministre des Armées et elle a le sentiment qu'elle ne peut pas aujourd'hui bien se défendre. Personne ne lui a demandé son départ. La règle a été fixée par le Premier ministre. Vous avez essayé de la retenir ? C'est une personne de qualité qui manquera dans l'équipe gouvernementale. Mais le Premier ministre a fixé une règle simple. La règle simple, c'est que tout ministre mis en examen dans une affaire le concernant doit démissionner. Elle n'est pas mise en examen. Elle n'est pas mise en examen, mais elle a souhaité, c'est sa décision, et elle n'est pas citée, vous avez raison de le souligner, c'est sa décision personnelle. Elle considère que dans le rôle très sensible de ministre des Armées, elle ne peut pas se permettre d'être totalement à sa tâche tout en préparant sa défense. Et donc, dans ces conditions, elle a fait part au président de la République, au Premier ministre, de son souhait d'être libérée. Moi, je le regrette, parce qu'elle va manquer. C'est une femme de grande qualité, et j'espère qu'elle sera très vite en situation de se réengager à nos côtés. Au nom de son éthique personnelle, professionnelle, Sylvie Goulard quitte le gouvernement parce qu'elle n'est même pas mise en cause. Comment François Bayrou, qui n'a pas la même éthique, visiblement, peut rester au gouvernement ? Je vous le dis, c'est une décision personnelle. Chacun se sent en force, en puissance et en capacité de mener les deux de front si c'est nécessaire ou pas. Sylvie Goulard a fait un choix. François Bayrou est dans une situation différente, une expérience différente, une pratique politique différente. Et donc, du coup, en quoi est-ce que de son engagement personnel. Je parle de cette politique est différente Je vous rappelle qu'on est sur une question personnelle. Et donc, l'homme François Bayrou considère aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire parce que les éléments... Oui, il estime que c'est une décision personnelle de Sylvie Goulard. Voilà, les éléments de mise en cause ne l'atteignent pas d'un point de vue judiciaire. Et donc, à partir de là, il peut être amené à faire un choix différent. C'est son choix. Est-ce qu'il ne peut pas brouiller le message du gouvernement en restant, alors que l'affaire du Modem continue ? Vous savez, je crois qu'on n'est pas en train de juger la morale, l'éthique. Et si chaque fois qu'un homme politique était mis en cause, il devait suspendre toute activité, ce serait un vrai risque pour la démocratie. Parce qu'au bout du compte, toute mise en cause journalistique, et qui est dans son rôle, mais aussi d'un citoyen, et pourquoi pas d'une lettre anonyme, pourrait aboutir demain à la mise en cause et à un bouleversement permanent du jeu politique. Donc je crois que la règle simple, c'est celle qu'a rappelé le Premier ministre. Ça arrive très régulièrement dans l'actualité. Oui, et c'est pour ça qu'il faut là-dessus raison garder. Et la règle du Premier ministre, c'est une mise en examen vaut écart du gouvernement. Ça me paraît bien, il faut rappeler cela. On précède même les mises en examen. On n'est même pas dans la mise en examen. C'est pour ça qu'à un moment donné, qui est juge de la morale, qui est juge du comportement, on serait dans une situation compliquée. La justice doit être libre, indépendante et faire tout son travail. Évidemment, ça doit être la garantie. C'est ce que nous incarnons, c'est ce que nous portons. Mais ensuite, il ne faut pas systématiquement suivre tout mouvement de panique ou de mise en cause individuelle. Est-ce que le fait que ce soit la seule femme du gouvernement à poste régalien signifie que vous allez mettre une autre femme pour la remplacer? Est-ce qu'il faut que cette parité-là soit respectée? Je vous remercie du pouvoir que vous me prêtez, vu que vous allez mettre je parle du Premier ministre et du président de la République. Moi, je le souhaite.
il est important qu'on ait des symboles forts, et Sylvie Goulard était un symbole fort, ministre des Armées, une femme. Et donc dans le remaniement qui sera présenté, je ne doute pas que le Premier ministre veillera à cet équilibre, à cette parité. C'est une règle d'équilibre nécessaire au bon fonctionnement du gouvernement, au-delà même de l'image, mais en politique, les symboles sont forts aussi. Très bien. Troisième cas, Marielle de Sarnez, qui elle aussi envisage de quitter le gouvernement. Elle a dit que tout était ouvert pour elle, ou le gouvernement ou la tête du groupe Modem à l'Assemblée nationale. 3 ministres, donc on en est au troisième nom sur la liste. Écoutez, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'informations concernant Marielle de Sarnez. J'ai noté son hésitation personnelle. Et donc, nous saurons dans les heures qui viennent si nous en savons plus. Elle a peut-être échangé avec le Premier ministre, avec le Président. Je n'ai pas d'informations. Est-ce que cela remet en cause la participation du Modem au gouvernement ? Moi, je ne le souhaite pas, mais je vous donne une opinion personnelle. Je pense que le Modem a contribué à la réussite de l'élection d'Emmanuel Macron et dans la majorité présidentielle aujourd'hui. Et au-delà des femmes et des hommes qui les représentent, au-delà même de l'indépendance du groupe Modem qui va être constitué à l'Assemblée nationale, ils ont toute leur place dans la majorité. Mais au-delà du Modem, il y a aussi des femmes et des hommes qui viennent de la gauche, des femmes et des hommes qui viennent de la droite, et il faudra juste veiller à cet équilibre. Et le remaniement qui sera présenté demain par le Premier ministre, le Président de la République, l'objectif est que ce soit fait avant 18h demain, devra, je crois, veiller à cet équilibre, à ce renouvellement politique, à cette parité, mais aussi à cette diversité. Le Premier ministre est un homme de droite, je suis un homme de gauche. Et pourtant, je peux vous dire que depuis quelques semaines, on travaille ensemble quasi quotidiennement, et que ce sujet-là, qui pourtant nous a obsédés presque toute une vie dans la joute politique, est totalement accessoire et n'existe plus. Alors justement, c'est pour ça qu'il y aura peut-être de nouveaux membres de la droite qui arriveront dans ce gouvernement remanié ? De nouveaux secrétaires d'État, peut-être ? C'est possible, ça. Il y aura un remplacement, d'abord, des ministres qui nous quitteront. S'il y a du mouvement sur ce sujet-là, il y aura un petit élargissement. Je ne vous dirai pas technique, je l'ai trop dit ces dernières heures. Là, on est dans un domaine très politique. Et voilà, je prendrai un risque, mais du coup, il y aura, là encore, cette question d'équilibre. Je pense que c'est essentiel, c'est l'ADN de ce que nous faisons. Ok, prenons l'Assemblée nationale avec Jean-Luc Mélenchon qui a fait son entrée aujourd'hui et qui s'en est pris assez vite aux élus de La République En Marche, notamment à Cédric Villani. J'ai vu le matheux, là, je vais lui expliquer ce que c'est un contrat de travail. Comment est-ce que vous jugez cette interpellation ? Bon, écoutez, je ne suis pas là pour juger du comportement de Jean-Luc Mélenchon, mais je pense que le respect dû à chacun de ses collègues, mais aussi à une personnalité comme Cédric Villani, lui permettrait de se rehausser un peu. Aujourd'hui, il a été élu député, dont acte, d'une partie importante de Marseille, que j'aime beaucoup par ailleurs. Il est député d'opposition. Ce sera lui la voix de l'opposition dans l'Assemblée ? Il y aura plusieurs voix et c'est bien qu'il y ait une opposition forte. Mais vous savez, à l'Assemblée nationale, on est une voix, on braille, comme on dit chez moi. Je le dis pour Jean-Luc Mélenchon, qui ne connaît pas forcément bien l'accent du Sud. Mais ensuite, on travaille. On se met ensemble dans les commissions et on bosse. Et donc, moi, j'apprécierais à l'occasion de juger le travail de Jean-Luc Mélenchon et j'espère qu'il sera plus studieux qu'il ne l'a été au Parlement européen. Ok, là, vous pointez du doigt son absentéisme au Parlement européen et vous espérez qu'il soit un peu plus présent à l'Assemblée nationale. Et il y aura bien 2 groupes, les Républicains, à l'Assemblée nationale, selon vous ? Alors là, je ne peux pas parler au nom de ce groupe-là. J'ai lu dans la presse qu'il y avait une réflexion. Les constructifs ou les réformateurs, emmenés par Thierry Solère, qui pourraient... J'ai vu cela, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je le souhaite aussi. Cet élargissement politique fait qu'il y a des femmes et des hommes qui viennent des Républicains, qui sont des progressistes, qui sont des Européens, qui n'ont pas vocation à être dans la majorité présidentielle et qui ne sont pas présentés sous la candidature de La République En Marche, mais qui ont tout leur rôle dans la construction politique que nous voulons faire, qui dépasse enfin les clivages politiques. Est-ce qu'il y aura des présidents de commission, des questeurs qui seront encore partie de ce grand patchwork avec des membres de l'opposition, des membres... D'abord, la diversité, nous la représentons nous-mêmes à travers La République En Marche. Et donc, il y aura dans les postes clés des candidats de La République En Marche. Les parlementaires vont y travailler, les députés vont y travailler. Et ensuite, il y a traditionnellement la Commission des finances avec un président qui sera au premier groupe d'opposition, je ne sais pas encore lequel. Il y aura aussi pour les questions... Je ne sais pas quel sera le rapport de force final, notamment chez les Républicains. J'ai le sentiment que ce sera un représentant des Républicains canal historique. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de prendre ce référentiel-là. Mais je pense aussi à la questure. La questure, alors personne ne sait ce que c'est, mais c'est le contrôle des comptes des parlementaires. Ils ont un rôle majeur, notamment dans l'application de la loi de confiance que nous allons présenter dans quelques jours et qui fera une règle stricte sur la gestion des indemnités dont disposent les députés. Et donc, je pense que là aussi, il faudra dans la questure qu'il y ait un représentant de l'opposition. C'est jamais sain de s'auto-contrôler soi-même. C'est bien de partager quelquefois avec ses adversaires son propre contrôle. Est-ce qu'il est possible qu'une femme soit présidente de l'Assemblée nationale ? C'est fortement possible. Il y a même une chance sur 2, je dirais. Mais ce qui compte... Alors là, vraiment, vous me bluffez. Ce qui compte, c'est... Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a un peu moins de femmes, même si on a atteint un niveau...
qui n'avait jamais été atteint, mais on n'a pas réussi la parité, même si La République En Marche a tout fait pour y contribuer à cette parité. Mais est-ce que c'est souhaitable? Voilà. Est-ce que ce serait un signal fort? Oui, alors d'abord, il faudra la parité dans toutes les commissions, dans tous les postes importants de l'Assemblée nationale. Et la présidence de l'Assemblée nationale serait un symbole fort. En même temps, il faut quelqu'un qui soit très tourné sur les questions internationales, qui soit tourné sur l'animation, qui ait aussi une expérience politique, mais pas forcément, là encore, un vieux routard. Et je n'ose le féminin, un vieux routard. D'accord. Une vieille routarde. Au fait, je vous laisse vous êtes le faire. porte-parole d'un gouvernement fantôme, d'un gouvernement qui a démissionné. Est-ce que vous voulez d'ailleurs garder votre poste de porte-parole? Alors d'abord, je ne suis plus du coup porte-parole pendant ces 48 heures. Après la démission du Premier ministre, tout le gouvernement tombe et seul le Premier ministre a été renommé. Donc je fais fonction de porte-parole au moment où je vous parle. J'essaye de le faire bien quand même. Mais ensuite, oui, moi j'avoue que c'est une expérience passionnante aux côtés du Premier ministre. J'y trouve du plaisir. Pas usant la langue de bois à force? J'essaye de pas trop l'être quand même. Depuis tout à l'heure, je le suis à minima, même si de temps en temps, c'est un peu une contrainte et que c'est un peu nécessaire aussi de pratiquer cela. Mais je crois que depuis un mois, j'ai tenté à chaque fois de dire les choses à ma façon, des fois différente, avec mon accent provençal de temps en temps. Mais je crois qu'il vaut mieux parler franc et parler clair aux Français pour qu'ils nous comprennent. Mais c'est passionnant. J'ai aussi les relations avec le Parlement qui seront passionnantes. Ensuite, vous savez, moi, j'ai une culture qui consiste à dire oui au chef. Là, les chefs sont au pluriel. Et donc, oui, parce qu'il faut savoir d'où on vient. Moi, je sais ce que je suis aujourd'hui politiquement. Je le dois à Emmanuel Macron, je dois la confiance d'Édouard Philippe. Et donc, il ne faut pas oublier ça. Quand vous l'oubliez, au fond, et que vous pensez qu'il y a des aventures individuelles qui peuvent vous conduire à la victoire, vous vous trompez. Manuel Valls serait, d'après certaines informations, en train de tenter de constituer un autre groupe à côté du Parti socialiste, les constructifs de la gauche. Est-ce que vous l'encouragez? Vous dites que c'est une bonne chose? Non, vous savez, moi déjà, je vais m'occuper d'accueillir le mieux possible les parlementaires de La République En Marche. Je n'ai pas vocation à m'occuper de tous les parlementaires, surtout quand ils ont l'autorité politique de Manuel Valls. Oui, mais en l'occurrence, il se passe dans le cadre de la majorité présidentielle. Non, mais moi, je le laisse faire, je ne sais pas. Je l'ai croisé cet après-midi, on s'est salué. Il ne m'a pas fait part de cette volonté-là, Manuel Valls. Par contre, je sais que c'est un personnage politique majeur de notre situation, de notre engagement actuel en France, et qu'il aura un rôle à jouer. Oui, mais il y a une vraie part d'injustice, mais tout comme il y a une vraie part d'injustice dans la sanction dont ont fait l'objet de nombreux députés de la majorité sortante, mais aussi des Républicains au premier tour. La politique est quelque chose de très injuste, mais à un moment donné, vous focalisez une image tellement forte, on peut vous aimer très très fort et on vous déteste très très vite. Le grand rendez-vous pour le Parlement, ce sera le vote de confiance, évidemment. Il vous faut 100% des votes, La République En Marche, évidemment, mais vous allez aller chercher les autres députés pour qu'il y ait évidemment un taux massif de vote? Moi, je le souhaite. Je pense que si on veut sortir des oppositions stériles, il faut accepter aussi ce dépassement politique qu'incarne Édouard Philippe. Et je voudrais juste citer la méthode de travail d'Édouard Philippe, qui a demandé à tous ses ministres qui étaient en fonction jusque-là de préparer une feuille de route pour les 6 mois qui viennent. Et c'est aussi à partir de cette feuille de route, et donc une co-construction, qu'il veut préparer son discours de politique générale. Vous voyez, ça aussi, ça change. Parce que l'exercice du pouvoir n'est pas seulement une pratique isolée, c'est aussi une pratique collective. Et c'est tout le sens de cette façon dont on gère aujourd'hui, sous l'autorité du Président de la République, le Conseil des ministres, avec une partie D qui est consacrée à une discussion globale sur les sujets qui seront abordés 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard. Ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Je pense que c'est aussi une façon différente de faire de la politique. On l'évoquait, le gouvernement sera nommé demain d'ici 18h. Est-ce qu'il y a une vacance du pouvoir chaque jour? Hier, la France a à nouveau été victime d'un attentat qui a été déjoué sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y a une vacance du pouvoir ou pas? Non, parce que chaque ministre est dans ses fonctions, même s'il n'est pas nommé, pour assurer les affaires courantes. Et évidemment, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur sur les questions de sécurité, chaque préfet, chaque dispositif de sécurité, notamment de lutte contre le terrorisme, est mobilisé. Et donc, heureusement, il n'y a pas de vacance du pouvoir, ou sinon, il n'y aurait pas eu de démission. Vous savez qu'elle n'est pas obligatoire, et que si le Premier ministre a assumé cette tradition républicaine de démissionner, c'est parce que nous savions que nous restions tous à nos postes, jusqu'au renouvellement, ou pas, dans nos postes. Merci beaucoup. Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement. En tout cas, demain, vous le saurez, d'après ce que vous m'avez dit. Merci beaucoup d'être venu. Je vous dis que je le souhaitais. Je ne sais pas si je le saurais. Sur CNews, dans un instant, on va faire le grand débat des éditorialistes. On va revenir sur toute l'actualité politique de la journée. À tout de suite.